on the air with Brian, you know lying, we be trying, to take it back to where you going, and we be Alors flowing, on va se souhaiter une bonne fin d'après-midi en terminant ces rencontres François Rabelais par leurs frontières. On a parlé de choses qui étaient comestibles et là on va parler ensemble et on va débattre autour d'éléments qui sont à la frontière du comestible. Donc j'ai autour de la table Alix de Saint-Venant, qu'on va considérer comme une spécialiste du domaine de l'alimentation à base de plantes et en particulier de fleurs. Merci. Jean-François Gallouin, qui va nous parler des frontières du comestible dans le domaine des filières d'alimentation à base de produits carnés, mais aussi à base de tout ce qui fait notre alimentation en tant qu'expert au ministère de l'Agriculture. Nicolas César, qu'on va considérer aujourd'hui comme un spécialiste de l'alimentation par les insectes, donc qui va aussi pouvoir partager son expérience, et moi-même, Christophe Bressac, qui suis biologiste à l'Université de Tours, travaillant dans les filières aussi de production animale et d'agroalimentaire et faisant ma recherche dans le domaine de l'insecte dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte. Alors en guise de préambule, comme on est dans une table ronde qui parle des frontières du comestible, je vais commencer par demander à chacun des intervenants de définir ce qu'est pour eux quelque chose, un élément qui soit comestible, sans confondre avec l'aliment lui-même peut-être, ou en le confondant, leur définition du comestible. Alix. Alors je pense que d'abord, on doit se dire qu'on traite aujourd'hui du comestible pour l'être humain, j'imagine. Je pense que c'est sinon, le ça pourrait sujet être qu'on va plus vaste. aborder. Voilà. Pour moi, quelque chose de comestible pour l'être humain, c'est quelque chose qui peut être ingéré, digéré, éventuellement ressortir, sans porter atteinte à la santé ou à l'intégrité de l'organisme humain. Voilà. Moi, je me centrerai plutôt sur les insectes, sur la définition du comestible pour un insecte. Un insecte, tous les insectes ne sont pas bons à manger. Certains ont mauvais goût. D'autres ne sont pas bons, certains peuvent être porteurs de pathogènes. Donc ça c'est la définition un peu biologique, et puis il y aurait celle un peu plus culturelle. Tous les insectes, toutes les cultures ne mangent pas les insectes. Je m'arrêterai là, je préciserai un petit peu après. D'accord, on rentrera dans le détail et dans la description. François ? Bien, pour moi, ce qui est comestible, c'est ce que j'ai appris de ma mère et de ma grand-mère, qui m'a dit ça, tu peux manger, c'est comestible, et bon pour toi, ou ça, il ne faut pas manger. Bon, en grandissant, j'ai un peu changé d'avis et j'ai fait des essais. Bon, pas toujours très heureux, mais de temps en temps, j'ai fait quelques découvertes. Alors, j'ai fait des livres là-dessus, d'ailleurs, pour l'Université de Tours, qui sont édités par Belin et par Lavoisier, et qui montre qu'il y a effectivement des tas de légumes qui étaient comestibles et réputés comme bons à l'époque du Moyen-Âge, et puis qui, avec le temps, ont été oubliés, je dirais parfois heureusement oubliés. Alors merci. Je vais en profiter, en plus de mon rôle d'animateur, pour aller mettre une petite couche vis-à-vis de ma définition à moi, qui vient de l'alimentation animale et qui définit la comestibilité par un facteur qu'on appelle l'ingestibilité. Et pour un animal, ce qui est ingestible, c'est d'abord ce qu'on lui donne à manger, donc il faut que ce soit disponible. Si c'est disponible à l'autre bout de la planète, ça n'est pas disponible pour l'animal que vous avez devant vous. Et ensuite, ce qu'il va avoir envie de manger, donc ce qui est appétant pour lui. Et on multiplie le coefficient qu'on a obtenu de cette ingestibilité par un autre qu'on appelle la digestibilité. Et là, la digestibilité, ça rejoint un autre domaine, qui est le domaine de la nutrition, qu'on pourrait définir comme la valeur alimentaire de l'aliment, qui s'exprime en pourcentage entre ce qui rentre dans l'animal et ce qui sort de l'animal. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas sorti a été digestible et a été valorisé. Donc ça, c'est la définition animale. Je pense que ce terme d'accessibilité est important aussi pour les humains. C'est-à-dire que ce qui va être comestible, c'est quelque chose qui est forcément disponible, qui est proposé. François Gallouin a parlé de conseils, en quelque sorte, d'expérience. Alix, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Le fait de proposer à quelqu'un quelque chose qu'il ne connaît pas et avec toute la confiance qui émane de vous, lui dire « Allez, vas-y, mange ». Oui, moi je crois qu'effectivement,
le fait que ce soit comestible, les frontières, puisque c'est notre sujet, la première frontière, c'est la toxicité. Bon. Et c'est la plus évidente. Et après ça, pour moi, il y a des frontières géographiques, ce que vous venez de dire, on développera peut-être, temporelles et culturelles. Et la frontière culturelle, elle est là. Elle est dans « on m'a dit que je peux le manger, donc je le goûte ». Et évidemment, je voudrais tout de suite dire aussi que comestible ne veut pas dire bon à manger, enfin, auquel on prenne du plaisir en le mangeant. Ça veut juste dire que c'est comestible. Après, entre le bon et le comestible, il y a des grosses nuances parfois. Merci. Nicolas, pour rebondir sur les insectes, avec un petit peu la même approche, c'est-à-dire le conseil de comestibilité. Je ne sais pas si le terme existe. En fait, les gens mangent des insectes parce que leurs parents en mangeaient, parce que ça se passe de génération à génération, ou ils n'en mangent pas parce qu'on leur a dit de ne pas en manger depuis longtemps. Donc le dégoût est aussi culturel que la comestibilité. Il y a des insectes qui seraient bons à manger, qu'on ne mange pas pour différentes raisons. Mais en gros, on a identifié, la FAO a identifié 1900 espèces d'insectes à consommer. Il y en a certainement beaucoup plus. Je me souviens quand la FAO avait contacté les chercheurs, en fait, en nous demandant, sur nos terrains, quels insectes on avait vus étaient consommés. Mais ça ne veut pas dire que c'est les seuls insectes consommables. Il y en a certainement beaucoup d'autres qu'on n'a pas, qui sont bons à manger, mais sur lesquels on n'a pas posé une étiquette de comestible, en général plutôt que culturellement en fait. Et à travers ça, il y a aussi la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de l'aliment lui-même. C'est vrai qu'un insecte vivant qui court sur la table, c'est pas la même chose qu'un beignet qu'on vous sert en vous disant après, c'était un insecte, mais tu l'avais pas reconnu. Il y a toute cette question effectivement, pourquoi mange pas d'insectes, pourquoi mange pas d'insectes en Europe, et là je pensais un petit peu aux fleurs. On mange pas d'insectes, parce qu'on trouve les insectes répugnants, et c'est vrai que les insectes sont un peu dégoûtants. Souvent on les associe à la saleté, aux maladies, au pourrissement. On en trouve. Et puis l'insecte, c'est aussi un animal. Et c'est vrai qu'on ne mange pas tous les. Finalement, ce que les hommes, de manière comparative, n'aiment pas trop comme aliment, ce sont souvent les produits, enfin dans les cultures, c'est souvent les produits d'origine animale. Et c'est vrai, nous on mange très peu, on mange toujours les mêmes espèces d'animaux. Et dans ces animaux, on mange un tout petit nombre d'espèces. Et dans ces animaux, on mange qu'une fraction de ces animaux. Et là, Donc François va pouvoir rebondir là-dessus. On a entendu le terme répugnant et on a entendu le terme fraction. Voilà, alors comestible, ça s'oppose souvent à impur. Et il y a des textes saints qui sont extrêmement anciens, le Talmud, l'Ancien Testament, en particulier dans l'Ancien Testament, il est dit des animaux que tu mangeras car ils ruminent et à l'ongle fendu, alors les bovins, les moutons, etc. Car ils ruminent mais n'a pas l'ongle fendu, le lièvre, il t'est interdit. Alors je vous dirai pourquoi, très rapidement. Le porc, parce qu'il a l'ongle fendu, mais il ne rumine pas, il t'est interdit. Donc il y avait des critères à la fois comportementaux et anatomiques qui permettaient aux gens qui lisaient ces textes de s'y retrouver dans la comestibilité. Alors interdit justement les oiseaux rapaces, car ils mangeaient des charognes, donc les charognards. Mais en revanche, alors les poissons c'est pareil, les poissons à écailles très bien, ceux qui n'en avaient pas, interdit. Alors on sait pourquoi maintenant. Alors bien sûr, ce sont des textes saints, on va pas revenir sur ces textes saints, ça serait même obscène de le faire, mais ça correspond quand même à des règles d'hygiène à cette époque qui ont été données. En particulier pour le porc, qui était un commensal de l'homme, c'est sûr qu'il y avait des maladies communes. Moi je suis vétérinaire au départ, je peux vous dire qu'il y a 300 anthropozoonoses, c'est-à-dire des maladies communes aux hommes et aux animaux. Et il y a beaucoup de parasitoses qui sont transmises par les viandes, crues bien entendu. Quand c'est cuit, on peut manger. Et à la limite, on rejoint la consommation d'insectes. Hein.
quand on parle de ces parasites qui sont eux-mêmes dans la viande des animaux. Donc il y a eu des interdits, et c'est clair que les gens ne dérogeaient pas. À partir du moment où c'est interdit, eh ben, on ne va pas aller chercher plus loin. Alors pour le lièvre, pourquoi il était interdit? Alors on mange du lièvre, le lapin aussi d'ailleurs. Eh bien parce qu'il fait un comportement un peu sale, il fait de la coprophagie. Il va chercher directement à l'anus des cécotrophes qu'il avale tout rond en les insalivant, ce qui donne l'impression de ruminer. Mais évidemment, on a vu que c'était sale. Donc on l'a interdit. Voilà, c'est une bonne raison. Donc on est plutôt à ce moment-là dans les raisons qui sont des raisons hygiéniques. Et en tant que scientifique, j'ai tendance à penser que la sélection de ce type d'aliments et de ce type d'entités comestibles a pu se faire par une sélection naturelle, tout simplement, qui fait que ceux qui ont bravé l'interdit ne sont plus là pour le raconter et n'ont pas pu survivre à ce type d'ingestion. Et en ce qui concerne la fraction de l'animal, on en parlait tout à l'heure, je vais prendre un exemple beaucoup plus actuel peut-être, la disparition de la cervelle de mouton à la cantine. Moi j'ai connu quand j'étais jeune, la cervelle de mouton à la cantine, servie directement dans l'assiette, de préférence avec des épinards, c'était menu de fête, et peut-être vous aussi. Et donc tout ça, ça a disparu. C'est-à-dire que finalement, un certain lien à l'animal, bien entendu, a disparu, mais en même temps, on parle des frontières du comestible, certains aliments font maintenant partie de notre alimentation et d'autres en sont sortis. François? Oui, il y a énormément d'animaux qui sont sortis de notre alimentation, ne serait-ce que le chien. Bon, il y a encore des pays dans le monde qui consomment du chien. En France, je ne connais pas de boucherie qui vend de chien. Mais il y a des gibiers aussi qui ont disparu, tout simplement parce qu'on a trop exagéré et bêtement on en a tué beaucoup trop. Donc ce sont devenus des espèces rares, donc on les protège. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Alors justement, on fait des essais. Maintenant on est au niveau mondial, on fait beaucoup de voyages, donc on déguste et on trouve ça parfois bon. J'aurais tendance à dire, moi qui me prétends en tout cas gastronome, j'ai fait un CAP de cuisinier à Ferrandi, donc j'ai appris un peu la cuisine. Eh bien, moi j'aime bien faire des expériences, c'est clair, et la mise en œuvre de certains aliments, par exemple les insectes ou autres, c'est une expérience sympathique. Donc j'ai mangé des insectes, je peux vous dire que c'est bien. Bon, je suis périgourdin, je préfère le foie gras quand même, mais c'est agréable à manger. Donc il y a des espèces qui ont disparu, certainement, puis il y en a d'autres qui vont arriver, certainement aussi. Alors c'est très à la mode de parler des insectes. C'est la tendance. Avant de parler des insectes, je vais revenir sur l'expérience que Alix peut avoir, justement à travers ce mot expérience. Vous proposez des plantes, des fleurs. Alors j'ai pris l'exemple d'une plante qu'on ne consomme pas, mais au moins dont on ne consomme pas toutes les parties. Est-ce que les personnes qui viennent chez vous et qui savent positivement, qui viennent pour pouvoir consommer et goûter les produits que vous proposez, viennent pour vivre une expérience? Alors, certains qui sont avertis de l'endroit dans lequel ils mettent les pieds quand ils viennent chez moi, en demandent. Enfin, ils sont là pour ça. Mais la plupart des gens que je rencontre dans mon jardin, ils sont là parce qu'ils se promènent pour voir des petites fleurs et parce que c'est joli. Donc, c'est intéressant déjà qu'on ait ce soir en décoration ce magnifique cyclamen. Voilà un exemple de la limite première qui est la toxicité. Le bulbe de cyclamen vous provoque des violentes nausées et des violents vomissements. Donc je ne vous conseille pas d'essayer de manger des bulbes de cyclamen. Mais les gens qui arrivent en sachant qu'ils vont déguster des choses bizarres chez moi, il n'y a pas de problème. On est déjà dans la bonne démarche. On pourrait dire que l'expérience est déjà prévécue. C'est ça. Voilà. Ils ont lu, ils ont entendu peut-être, ou en tout cas, voilà, ils ont entendu parler. Ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est les gens qui arrivent et à qui on propose de manger. Souvent, ça commence par les fleurs parce que c'est le plus facile. Et là, c'est vraiment culturel. C'est-à-dire que les gens se méfient de premier abord, vraiment. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir la différence de réaction entre les adultes et les enfants. Un adulte, il a réfléchi ou il a lu, voilà, donc il vient en disant « je suis prêt à une expérience ». Et alors, d'accord, ça va être bizarre, comment est-ce qu'il faut cueillir ça ? On va lui faire goûter de la graine de nigel, par exemple. Alors, il sait que la fleur de nigel ne se mange pas, alors il trouve ça bizarre.
Et puis quand il se rend compte que la graine a un goût de fraise tagada, alors là tout d'un coup il ouvre des yeux ronds et ça lui fait une belle expérience. Les enfants, curieusement à l'inverse, sont beaucoup plus méfiants. On pourrait se dire ils sont jeunes, ils ont envie de découvrir, pas du tout. Ils ont peut-être le réflexe animal premier, le rhinencéphale qui parle, je ne sais pas, mais ils sont beaucoup plus méfiants. Et alors peut-être aussi parce que pas habitués à manger tout, peut-être mal élevés par leurs parents, j'en sais rien, mais le fait est qu'un enfant est très en arrière de la main quand on lui propose de manger une chose qu'il n'a jamais mangée, contrairement à un adulte. Donc est-ce que vous avez Nicolas, le même ressenti vis-à-vis de... Alors je ne parle pas de la consommation d'insectes dans des endroits où on a l'habitude de les consommer, mais en transposant cette consommation chez des néo-consommateurs, est-ce que la même impression est visible? Chez les nouveaux consommateurs, c'est ça, les pas personnes qui s'y essayent voilà. pour la première fois. C'est vrai que j'ai pas d'expérience directe. Enfin, moi, j'en ai mangé, j'en ai consommé comme première fois. J'ai pas observé beaucoup de personnes qui les mangeaient pour la première fois. Parce que quand je fais du terrain, en fait, notamment en Indonésie, les gens les consomment déjà. Donc, ils me racontent pas. Moi, je travaille pas forcément sur les représentations du comestible. J'arrive chez des gens qui les consomment déjà depuis longtemps. Donc, ils ont pas à convaincre. Ils n'ont pas trop à me convaincre. Je vais en parler, mais je veux juste rebondir sur deux petites choses qui m'ont... Une petite case insecte qui s'est ouverte. Les fraises tagada, le colorant de la fraise tagada, en fait, est la cochenille. Donc c'est assez drôle. Voilà, qu'est-ce qui donne la coloration rouge. Oui. Et sur l'aspect culturel, je repensais au chien, parce que j'ai mangé du chien. Et j'ai même vu le chien que j'ai mangé. J'ai même vu le chien que j'ai mangé. Et tout ça pour dire qu'on consomme pas à Bornéo, on consomme pas tous les chiens. On consomme les mauvais chiens, c'est-à-dire les chiens qui servent à rien, ou les chiens qui traînent un peu trop longtemps, donc ils n'ont pas de propriétaire. Après, il y a des manières. Moi, j'en garde pas une expérience fantastique, parce que j'étais tombé sur un morceau de gras. J'aime pas trop le gras dans la viande. Mais je dis pas que c'est bon non plus, mais ça l'est parce que les gens le mangent. Les gens, quand ils mangent du chien en Thaïlande et en Indonésie, c'est pour se tester en général. C'est très pimenté, très fort, et ils consomment avec de l'alcool. C'est pas donc à certaines occasions en fait. Et non, j'allais dire, ça veut dire que eux aussi ils vivent comme une expérience. Ils vivent complètement. Ouais, ils parlent ils savent très bien qu'ils mangent du chien. C'est la même chose dans certains pays où il y a la consommation du cobra, par exemple. Vous avez peut-être déjà vu ça. Au Vietnam, c'est une espèce de cérémonie pour la consommation du cobra. Ouais. Très alcoolisé, d'ailleurs. J'ai mangé du singe aussi. C'est impressionnant de manger du singe. Manger du singe en forêt. C'est comestible, hein, mais là, justement, en termes d'apparence, un bras de singe grillé au feu et qu'on prend, c'est vrai qu'on a des images un peu de cannibalisme qui viennent, et c'est une viande qui est très rouge et très filandreuse, mais c'est comestible. Enfin, tout du moins, les gens la consomment. Non, je veux juste revenir peut-être rapidement pourquoi en Europe on ne consomme pas d'insectes et pourquoi on en consommait, par exemple. Effectivement, les 3 grands livres sacrés en parlent, même si c'est aussi souvent on parle souvent des locustes, donc des criquets migrateurs. Il parle également souvent des larves du miel. On parle souvent du miel et des larves d'abeilles, en fait. Et la question, c'est de savoir pourquoi tout d'un coup on n'en a plus consommé. On ne le sait pas, il y a des hypothèses. Une hypothèse, ça serait que dû à l'expansion de l'agriculture, et la domestication à travers l'élevage, les gens sont passés à autre chose et ne consomment plus notamment des produits, on va dire, de cueillette, qui seraient les insectes et qui seraient par exemple même certaines plantes comme les fleurs. Et pourquoi on en consomme plus sous les tropiques? Faut savoir qu'il y a 2 milliards de personnes qui consomment des insectes quand même de par le monde, et qu'en Europe on n'en consomme pas donc. Et c'est peut-être aussi lié au fait qu'on est dans des latitudes tempérées,
Et les insectes sont plus proliférants en fait sous les tropiques et aussi beaucoup plus prédictibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule génération la plupart du temps dans nos contrées à nous, et vous avez ce qu'on appelle les formes diaposantes qui passent l'hiver et ensuite qui refont une autre génération, alors que dans les régions plus chaudes, il y a des insectes toute l'année. Et ça, c'est aussi un facteur d'utilisation de certains aliments et de continuité d'habitude, en quelque sorte, puisque quand l'aliment n'est pas disponible, évidemment, il n'est pas consommé. Et il y a le fait aussi que dans la consommation des insectes, Nicolas peut-être va le dire, mais il n'y a pas de conservation. Ce n'est pas des produits qui peuvent se conserver longtemps, un petit peu, il va le dire tout à l'heure. Mais il y a l'aspect facilité. On retrouve ça pour les fleurs aussi. Hein. Alors en tout cas, j'ai une jolie anecdote pour mettre d'accord les gens qui mangent les insectes, peu nombreux certes en France, et les plantes. Alors évidemment, c'était sur insectes frais, mais c'est un jour François Couplan qui est venu dans mon jardin et qui à l'époque avait des centaines et des centaines de légumes. Et puis des petites plates-bandes avec ce que j'appelle mes moutons à 5 pattes, c'est-à-dire des aromatiques et des petites choses, des vivaces, des bulbes qui ne peuvent pas être dans des rangs cultivés de potager. Il n'a pas regardé une plante potagère, il ne s'est intéressé qu'aux petites plantes dans les plates-bandes. Et là, il y avait différentes menthes ou familles des menthes, etc. Et tout d'un coup, je l'ai vu tomber en arrêt. Il a délicatement pris la tige d'une de ces plantes, une menthe sauvage, chinoise, et il a délicatement, avec ses doigts, remonté toute la tige comme ça. Et donc, ça a pris les feuilles et la colonie de pucerons verts translucides. Vous allez peut-être me dire son nom latin que je ne connais pas. D'habitude, on n'a que des affreux pucerons noirs. Là, c'était des magnifiques pucerons verts translucides. Et il a dégusté ça. Il a dégusté ça avec délice. Et c'était délicieux. Parce que c'était des pucerons, donc avec leur miella, et le miella avait pris le goût de la menthe sur laquelle ils étaient. Donc là, on a grand tort. Alors évidemment, ce n'est pas pour se nourrir, mais du point de vue pur plaisir, évidemment, je l'ai fait sur la tige d'après, c'était un vrai bonheur. Et maintenant, il n'y a plus de pucerons. C'est une bonne façon de se débarrasser des pucerons. Ouais, c'est très bien, ça. François, une petite Oui, le danger réflexion. de consommer certaines espèces est évident, en particulier quand on mange du singe. Il y a eu aussi des pratiques cannibalisme qui ont bien montré que la maladie de Creutzfeldt-Jakob pouvait se transmettre par la consommation du cerveau, qui était d'ailleurs consommé uniquement par les femmes, et les hommes mangeaient les muscles des ancêtres qui mouraient. Alors la maladie Creutzfeldt-Jakob s'est transmise comme ça, d'une façon préférentielle chez les femmes. C'était un partage assez inéquitable, il faut reconnaître, du grand-père, mais c'est une vraie catastrophe. Et peut-être que le sida s'est transmis comme ça. Il semblerait qu'au Gabon, il y a eu une exploitation forestière importante. Il a fallu construire des routes pour aller chercher les grumes. Et il a fallu se nourrir, et ils se sont nourris avec de la viande de brousse, c'est-à-dire en tuant des chimpanzés et des gorilles. Et les cuisiniers, peut-être un peu maladroits, se sont blessés avec la viande. Et il semblerait que ce soit le début de la transmission de la maladie du singe à l'homme. Vous voyez comme ça peut être dangereux, hein, on en parle de plus en plus d'ailleurs, et il semblerait que ce soit la vérité. Alors il y a des livres qui le montrent bien. Bon, donc il y a des dangers évidents. Évident, on ne peut pas manger n'importe quoi, et surtout on ne peut pas manger de la viande crue. J'ai fait faire une thèse sur les sangliers qui ont été chassés dans les Gouales. 40% des sangliers sont atteints de trichine ou de trichine, comme vous voulez. C'est-à-dire, vous connaissez bien ce ver qui prolifère dans les muscles de l'homme et qui peut causer des lésions mortelles. Donc 40%. Alors faire du tartare de sanglier, c'est complètement imbécile. Il faut faire des daubes et des viandes bien cuites. Alors là, on revient encore à la consommation indirectement des insectes et des parasites. Bon, on ne peut pas dire que gastronomiquement parlant, on les sente dans l'alimentation, ces insectes-là. Mais c'est du danger. En fait, effectivement, quand on mange un insecte, on mange ce que l'insecte a mangé précédemment. Il peut avoir mangé des choses qui sont bonnes. Donc on parlait du miella, par exemple. Et les aborigènes en Australie savent très bien récolter ce qu'on appelle les fourmis de peau de miel, qui sont des fourmis en fait, qui stockent le miella, le nectar dans leur abdomen, donc qui est hypertrophié, et qui se fixent en fait, dans une de leurs chambres souterraines. Donc en hauteur, et les ouvrières viennent se nourrir du miella. Et les aborigènes savent très bien identifier effectivement le nid, l'entrée, la sortie, et grattent et récupèrent ces
ces espèces de bonbonnes vivantes qu'on appelle les fourmis peau de miel. Donc ça, a priori, l'insecte est plutôt un concentré de bonnes choses, hein, notamment de sucre. Hein. On sait que ça fait fonctionner plein de choses. Ça fait carburer les abeilles comme ça fait carburer aussi les hommes. Et par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les insectes ne sont pas bons parce qu'ils ne consomment pas forcément des bonnes choses. Les insectes prélevés dans la nature, je pense aux criquets, les criquets migrateurs consomment les récoltes, mais les récoltes, on trouve des pesticides dans les récoltes. Et donc, quand on consomme les criquets, on consomme aussi des pesticides. Je pense également, il y a des insectes la plupart des insectes se conservent très mal. Donc ils peuvent avoir, quand ils sont un peu trop vieux, ils peuvent avoir des moisissures. Il y a des chenilles du mopane au Zimbabwe, on a trouvé des moisissures. Et dans la moisissure, il y a des toxines qui peuvent nous rendre malades. Les chapulines mexicains, les sauterelles mexicaines qui sont assez connues, pareil, on a trouvé des moisissures dedans. Et puis ils ont les pathogènes aussi, leurs propres pathogènes, comme des virus, des bactéries. Et puis ça cumule aussi. Les insectes consomment des déchets souvent. Alors il y a juste une distinction qu'il faut faire en fait dans la promotion actuellement de l'insecte. Il y a l'insecte pour la consommation humaine, donc de l'élevage pour la consommation humaine et de l'insecte pour la consommation animale. La différence en anglais, food et feed, est peut-être un peu plus claire. Et même en élevage, si on donne du fumier, par exemple, des déchets alimentaires, il peut y avoir pareil il peut y avoir des moisissures. Et on leur donne aussi également du fumier. Et dans le fumier, évidemment, le fumier accumule par exemple, on en parlait de la salmonelle, ou même des résidus de médicaments d'antibiotiques. D'accord. Et donc, mais je vous laisse la parole par Alors oui, rapport à ça. avant de laisser la parole à François, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le domaine de l'alimentation animale, on a une réglementation extrêmement sévère qui fait qu'un ingrédient devient une matière première ou pas, selon son statut et selon sa description. Et pour l'instant, l'insecte en général n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'est pas une matière première. D'abord, quand on dit l'insecte, c'est comme si on disait le vertébré. Alors imaginez, c'est vraiment tout un ensemble très très vaste d'individus et d'espèces qui sont complètement différents. En plus, chez les insectes, il y a cette histoire de stade qui fait qu'un papillon n'a pas du tout les mêmes valeurs nutritives que la chenille, alors que c'est le même individu. Et puis, il y a l'aspect, au-delà de cet aspect caractérisation nutritionnelle, il y a l'aspect caractérisation qu'on appelle chaîne alimentaire. Et là-dessus, François peut aussi nous en dire un petit peu. Surtout que la plupart du temps, les matières premières qui sont utilisées pour l'alimentation animale suivent une réglementation qui est encore plus forte, encore plus draconienne que l'alimentation humaine. Si vous voulez, je prends un exemple qui est extrêmement facile à comprendre. Les farines animales issues des abattoirs sont interdites dans l'alimentation des animaux. Elles ne sont pas interdites en alimentation humaine. Vous voyez. Eh bien, écoute, merci d'avoir dit ce que je voulais dire exactement, mais c'est tout à fait vrai. Hein. Les insectes ne sont pas reconnus d'ailleurs comme un aliment propre à la consommation humaine. En France. Complètement. Et en Europe. Oui, mais en France, je connais bien la législation. Oui. Alors peut-être qu'il y a des dérogations ailleurs et je ne voudrais pas me mouiller, mais en France, c'est pas reconnu. En France, c'est pas reconnu, c'est toléré en fait, parce qu'il y a un flou juridique. Mais en fait, on peut en parler maintenant, la réglementation un petit peu, je sais pas, c'est peut-être pas le... On peut en parler, mais ça va rejoindre une réflexion que Alix pourrait nous donner aussi, non pas sur la réglementation, mais sur, entre guillemets, alors ça va rester entre nous, mais l'autorisation de pouvoir faire manger à des consommateurs, à des visiteurs, à des clients, à ce que vous voulez, un organisme, en l'occurrence des fleurs, des plantes, qui n'ont pas forcément un statut comestible réglementaire, on va dire. Oui, alors là, moi, je ne suis pas une spécialiste de la réglementation, mais je pense qu'il y a, ça rejoint probablement, votre question rejoint simplement l'autorisation de cultiver les plantes, et donc vous n'avez pas le droit de vendre, que ce soit des plants ou des plantes,
comestibles si elles ne sont pas inscrites sur une liste des plantes autorisées à la commercialisation en France. Bon, ça, c'est simple. Ça donne lieu à des débats que chacun a dû suivre pour son potager personnel, probablement un jour ou l'autre. Ça dépend ce qu'on cultive dedans et ce qu'on fait de sa non, consommation. À partir du on moment parle bien où de nourriture, on ne parle pas d'autres utilisations. Si c'est pour votre potager personnel, de toute façon, vous pouvez faire bien ce que vous voulez et manger ce que vous voulez. Donc ça, c'est un gros avantage. Je vous incite à avoir votre potager pour être tranquille et pouvoir goûter différentes choses. Parce que, au-delà des autorisations légales, c'est vrai que... c'est un peu la tarte à la crème des légumes oubliés. Et cette expression, je la trouve ridicule, parce que du moment que vous l'avez dans votre assiette, c'est déjà un légume retrouvé, ou pas si oublié que ça, puisqu'il est là et que quelqu'un l'a cultivé pour que vous puissiez le manger. Et ça, c'est effectivement dans les nouvelles tendances culinaires. Alors, ça a été assez facilement, maintenant c'est très répandu, le panais, les carottes de toutes les couleurs, ça paraît simple maintenant. Il y a 15 ans, ça n'existait pas sur les marchés. Et puis maintenant, on va chercher des choses un peu plus amusantes, un peu plus différentes. Et une des frontières, puisque c'est notre sujet, a longtemps été la partie de la plante qu'on mange. C'est-à-dire que vous avez en gros dans une plante, ce que vous pouvez manger, c'est la racine, la feuille, la fleur ou le fruit. Et très longtemps, alors là pour le coup, religieusement et philosophiquement, la racine, c'était ce qui était vers le bas, c'était ce qui était vers le mal. Et la feuille, étant la partie aérienne, était la partie noble et comestible. Quant au fruit, il a toujours un statut ambigu, parce qu'évidemment, c'est ce que l'arbre produit, l'arbre ou la plante produit in fine, et en général, c'est appétissant sous nos climats. Et en même temps, l'être humain s'est toujours beaucoup méfié. Il a toujours su, avant même que la botanique et M. Linné n'existent, qu'il y avait des familles de plantes dangereuses. La plus connue et la plus pratiquée d'ailleurs aussi, c'est la famille des Solanacées, où là on a un bel exemple de la tomate ou de l'aubergine, couramment consommée bien entendu dans toute l'Amérique du Sud depuis toujours, et arrivant en Europe, ou même la pomme de terre aussi d'ailleurs, même famille, pour des propos décoratifs, ou pour les fleurs, ou même pour les fruits de façon décorative. Et puis après ça, évidemment, certains, et c'est ça qui est drôle aussi, c'est de voir que selon les pays d'Europe, ça a été plus ou moins rapidement mis dans l'assiette. L'Italie a été bien précurseur par rapport à la France, et nous, la France, on a attendu des années avant de décider de manger des tomates ou de manger des aubergines. Et encore maintenant, évidemment, on fait très attention. Par exemple, la morelle, qui est une plante, vous en trouvez, vous pouvez en acheter des morelles qui s'appellent comestibles et que vous pouvez mettre dans votre jardin. Et puis il y en a d'autres qui sont surtout à ne pas consommer. Donc là, il y a la frontière, c'est la méfiance humaine ou la non-connaissance. Parce qu'effectivement, une aubergine est tout à fait comestible. Mais une tomate, si vous avez des petites tomates proches de l'espèce, comme par exemple les tomates cerises, et que vous les mangez vertes, c'est certes comestible, mais ça ne va pas vous faire beaucoup de bien à l'estomac. Donc il y a vraiment encore de la méfiance à avoir auprès de certaines plantes. Et puis côté racines, bien sûr, là c'est très intéressant parce qu'il y a eu cette espèce d'a priori contre les racines. Or, l'intérêt des racines, c'est que c'est un organe de réserve pour la plante. C'est très souvent, dans les plantes potagères, des plantes bisannuelles, comme la carotte par exemple. La carotte, la première année, fait des feuilles. Le premier hiver fait une grosse racine charnue qui va faire de la réserve pour pouvoir envoyer, et ça demande un effort surhumain, envoyer l'année d'après une tige à fleurs qui va faire des graines. Donc la racine sert à faire de la réserve pour faire grandir la plante l'année d'après. Et donc nous, êtres humains, évidemment, on est très contents parce que dans cette racine, il y a beaucoup plus d'éléments nutritifs que dans une feuille ou que dans un fruit plein d'eau, par exemple. Et ça, évidemment, maintenant, l'être humain s'en est rendu compte, et dans le monde entier. Si on veut se nourrir, c'est beaucoup plus nourrissant de consommer des racines que n'importe quelle autre partie d'un fruit. Merci. Et au sujet des racines qui étaient frappées d'ostracisme, notre Louis XIV, évidemment, était très sensible à ça. Mais il y avait quand même des dérogations. Les truffes, par exemple, il ne savait peut-être pas d'où ça venait très exactement, mais il aimait énormément les truffes.
Et les asperges, c'est un organe souterrain, mais comme le turion montre sa petite pointe au soleil levant, alors il était anobli, et donc de ce fait, l'asperge était comestible pour Louis XIV. Donc il y a des accommodements quand même à la botanique qui peuvent être faits. Oui, vis-à-vis des racines et vis-à-vis des parties aériennes. Dans le domaine, alors on va dire toujours le domaine des insectes, puisqu'on va revenir là-dessus, est-ce qu'il y a certaines, j'allais dire civilisations, c'est pas forcément le bon mot, mais dans certains modes de consommation, certains stades sont consommés, pas d'autres, et certains sont considérés comme toxiques ou non comestibles, alors que d'autres ont une haute valeur alimentaire, voire gastronomique. Complètement. Non, il y a juste aussi pour rebondir par rapport aux racines, et puis après rebondir par rapport aux racines, ça va être difficile, mais ouais. On y va, on va essayer. Les insectes sont aussi des accumulateurs de plein de choses, hein. Et notamment, je repensais par rapport à la toxicité. Il y a des insectes qui contiennent des métaux lourds, qui peuvent contenir, comme de l'arsenic par exemple. Si c'est un métal, il me semble, et en dose supportable pour l'insecte, mais pas forcément pour l'homme. Ouais, ce qu'on appelle la bioaccumulation. Ouais, tout à fait. Et donc maintenant pour revenir sur le, effectivement, on mange pas tous les stades des insectes. Par exemple, j'ai étudié au Japon la consommation de ce qu'on appelle les azamushi, qui sont des larves d'insectes aquatiques qu'on trouve sous les pierres, et ils savent très très bien à quel moment les récolter, les pêcher, c'est-à-dire au moment de l'hivernage, donc en plein milieu de l'hiver, quand les insectes sont bien gros et gras, et juste avant en fait la nymphose, là où ils commencent justement à se transformer en papillons. Et évidemment, le goût est totalement différent. Avant, il serait trop petit et même ils disent avec un peu de sable. Et donc, ils interviennent vraiment la fenêtre de récolte et correspond à un stade, on va dire au stade comestible. Comme un stade de maturité, par exemple, pour un fruit. Oui, complètement. Oui, bien sûr. Pour une graine, hein, avec le malt qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que l'orge, alors c'est simplement un grain d'orge qui a germé pendant 2 jours. Et qui a un métabolisme qui a repris et qui a orienté complètement à la fois le goût et la future utilisation du produit. Et sur cet insecte-là, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que donc il grandit dans un écosystème exceptionnel parce que en fait, les larves se nourrissent d'un lac en amont qui est très hypertrophe, c'est-à-dire avec énormément d'algues et qui se déversent dans cette rivière. Et du coup, les larves sont toxiques sur les premiers stades. Et dès qu'elles sont cuisinées, donc à l'avant-dernier stade, il y a à peu près une dizaine de stades de croissance, elles perdent leur toxicité. Pardon. Et donc ça veut dire, ça en dit long sur ce qu'on consomme. Que les gens ont testé tout ça avant de s'y mettre. Hein. Ça faut le savoir. Qu'il y a des connaissances très précises de biologique, de l'écologie également pour la pêche. Alors les grosses familles, on va dire les ordres en fait d'insectes consommés, il y a énormément de lépidoptères, de caloptères. Lépidoptères, énormément de papillons. Bien sûr, ils vont pas se mettre un papillon avec des écailles sur les ailes dans la bouche. C'est souvent au stade larvaire. Au niveau de la chenille pour les lépidoptères ou au stade de larve pour les coléoptères. Ou même certains vont consommer des larves, des adultes de coléoptères, comme en Thaïlande, mais ils vont les éplucher comme ils vont les éplucher, ils vont enlever les élytres et la carapace avant de les manger. On peut les manger aussi très entiers. Moi, j'ai vu en Chine, on vend dans des sacs en plastique des énormes punaises qui ont en plus une odeur de punaise 10 fois pire que les nôtres. Ouais. Et ils se précipitent là-dessus et c'est consommé entier, grillé au barbecue. Complètement, oui. Ouais. Les punaises sont consommées dans beaucoup de pays, en fait, en Asie du Sud-Est, mais également au Mexique. Alors, ce n'est pas les mêmes espèces, mais tous vous diront, donc c'est les punaises d'eau, mais pas toujours, tous vous diront qu'elles ont un petit goût
de gorgonzola ou du fromage bleu. Donc ça mais bon, mexicain. Les Italiens vous diront que c'est un goût de gorgonzola, enfin ceux qui veulent y goûter. Et les Anglais, on va dire, il y a un goût de blue cheese. Et enfin, on consomme beaucoup d'insectes au stade larvaire, effectivement, moins au stade adulte. Quand ils sont consommés au stade adulte, ils sont souvent frits et très frits. Et dans ces cas-là, on a le goût de la friture, en fait. Et on mange plus de carbohydrates, enfin de chitine que de protéines. Car les insectes possèdent beaucoup de protéines et assez peu en général assez peu de lipides, peut-être à part les... Frits, à mon avis, c'est les lipides de la friture qu'on retrouve dedans, donc ça doit être aussi énergétique. Sauf quand ils sont cuits, mais c'est sûr que les larves sont souvent des formes qui sont des formes d'attente ou de résistance, parce que chez la plupart des insectes, les adultes se nourrissent pas ou peu. Et donc, ce sont les larves qui, pendant leur période de nourrissage, accumulent les réserves pour l'adulte ensuite. Et il faut dire aussi que chez les insectes sociaux, par exemple, que sont les abeilles, les fourbis, mais on en rencontre peu, voire les frelons, qui sont très consommés en Asie, par leurs larves, ce sont les adultes qui nourrissent les larves, ce qui fait que comme cette alimentation est relativement stable, on retrouve un produit qui a à peu près toujours la même qualité. Dans un couvain d'abeilles, toutes les larves sont nourries de la même manière, ce qui fait qu'en quelque sorte, il n'y a pas de surprise sur la consommation de ces insectes-là, alors que sur des adultes, ils ont bien voulu manger ce qu'ils ont trouvé, et là, à ce moment-là, on peut avoir une variabilité qui peut mener à des phénomènes de toxicité, bien entendu, ou à des phénomènes qui sont des phénomènes de goût, tout simplement. Donc ça, on n'en a pas encore vraiment parlé. On pourra en reparler pour les fleurs, on pourra en reparler pour certains produits animaux. Est-ce que dans ces frontières du comestible, on retrouve des aliments qui ont des goûts associés à une culture particulière, culture de l'amertume, une culture d'une consommation qui serait très différente et qui ferait que nous, en tant qu'occidentaux français, avec notre gastronomie, on reconnaîtrait les insectes non seulement comme quelque chose qui nous ferait vivre une expérience un petit peu perturbante en termes de consommation, mais on y retrouverait aussi des goûts qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer dans notre cuisine. Pour les fleurs, par exemple. Moi, je crois en tout cas qu'il faudrait qu'on s'inspire de ce que mangent les insectes pour manger nous-mêmes. Oui. Parce que par principe, les fleurs, à de rares exceptions près, sont butinées par les insectes pour deux raisons, pour ramasser du pollen et pour se nourrir du nectar. Et c'est là où moi je suis une fanatique de manger des fleurs. D'abord parce que vous avez le goût de la plante. On peut prendre une sauge par exemple, j'ai chez moi une assez grande collection de sauges et c'est très intéressant parce qu'elles ont toutes un goût différent, des matières bien sûr, des textures, de feuilles, de fleurs. Et même si vous ne consommez pas la feuille de la sauge, parce que certaines sont extrêmement amères, toutes les fleurs sont non seulement comestibles, mais délicieuses. Et en règle générale, quand vous pouvez manger la feuille d'une plante, vous pouvez manger sa fleur. Et tout ce que vous réussissez à gagner en mangeant la fleur, c'est que ça va être meilleur que la feuille, parce qu'il y a le nectar dedans. Alors évidemment, il faut s'y prendre. D'abord, la question, c'est que là, on parle de goût et de plaisir, on ne parle pas de quantité pour se nourrir, on est d'accord. Vous n'allez pas vous nourrir avec des fleurs de sauge. Et on en parlera peut-être aussi, mais il y a aussi le grand problème de savoir si on mange cru ou cuit. En l'occurrence, pour les fleurs, c'est simple, vous mangez cru. Et ça, moi, ça me va très bien, parce que je n'ai pas le temps de faire la cuisine, donc tout ce qui n'est pas à cuisiner et qui est bon à manger comme ça directement, c'est quand même déjà très avantageux. Sinon, ça fait un peu de la tisane, non ? Alors oui, une fleur, en gros, vous ne la cuisez pas. Et à ce propos de ne pas cuire, je fais une petite aparté, mais sur une plante formidable qui s'appelle Mertensia maritima, qui alors fait partie des nouvelles choses, maintenant découvertes, voilà, qui est devenue la tarte à la crème aussi, qu'on appelle communément plante à goût d'huître. Donc c'est une plante de la famille des Boraginaceae, proche cousine de la bourrache. Donc comme vous savez, on mange les feuilles, on mange les fleurs, qui ont un petit goût de crevettes ou d'huile de noisette au choix. Et cette cousine-là, Mertensia maritima, est une plante parfaitement européenne, indigène, qui pousse sur nos côtes et qui a des feuilles un peu comme des feuilles de sédum, c'est-à-dire des feuilles grasses, bleutées, prunées de gris. Et quand vous mangez cette feuille, vous avez absolument à la fois la matière et le goût de l'huître, comme si vous mangiez une huître. Est-ce que c'est parce qu'au départ, elle habite au bord de la mer et qu'elle a pris ce goût d'iode, mais après ça, vous la mettez dans votre jardin en Touraine et elle garde ce goût d'iode, donc ça, on n'a pas encore l'explication.
Mais là, il y a une jolie histoire, c'est Passard, qui évidemment est le chef incontesté des légumes, s'est emparé un jour de cette plante, bien sûr, et a tout essayé pour la cuisiner. Tout. Il s'est enfermé 2 jours dans sa cuisine et il a frit, séché, bouilli, enfin tout ce qu'il a pu, haché menu, etc. Et il a dit, cette plante m'a résisté, cette plante ne peut pas et ne doit pas être cuite. On doit juste manger la feuille crue, comme ça, vivante, cueillie sur la plante. Voilà. Comme l'huître, c'est pareil. Comme l'huître. À l'huître, on arrive à la faire cuire maintenant. Mais ça, je trouve très bien une plante comme ça qui résiste aux cuisiniers. Ça me plaît bien. François, ces associations de Oui. goût, d'expérience gustative. Tout à fait. Alors, les vaches sont extrêmement sensibles à la qualité de leur herbe ou de leur alimentation, et on retrouve ces goûts dans le lait, essentiellement. Alors, tout le monde sait qu'il y a des crus de lait, hein, le lait de Normandie, du Pays de Caux, ou le lait qui est produit dans des fermes. On en parle beaucoup en ce moment, ça. Il y a pas mal de polémiques, qui sont alimentés avec des plantes comme la luzerne, par exemple, ou des moutardes. Il est certain que le lait va récupérer ses goûts et ses saveurs. Et on a fait faire des analyses sensorielles, c'est-à-dire scientifiquement essayer de quantifier ces odeurs et comment s'en débarrasser au niveau d'une laiterie. Et c'est extrêmement tenace. Là aussi, ça résiste à la cuisine du laitier. Donc il faut s'en méfier énormément. Alors il y a beaucoup de médicaments vétérinaires aussi qui peuvent donner des goûts comme ça, mais les vétérinaires le savent, ils en sont d'ailleurs responsables de ces mauvais goûts. Et les agriculteurs également. Autrefois, on utilisait chez les animaux l'huile camphrée. Alors l'huile camphrée, ça traînait dans la vache pendant au moins 1 mois. C'est-à-dire que si on avait eu le malheur de faire une piqûre d'huile camphrée à une vache et de la mettre à l'abattoir, elle était quasiment saisie. Donc il faut s'en méfier. Et là, évidemment, la responsabilité des acteurs de la filière était largement engagée. On retrouve ça aussi dans la filière œufs, où les poules qui se promènent en liberté ont tendance à accumuler certains composés qui font que le jaune d'œuf a parfois certains goûts. À ce stade-là, je crois que c'est juste le bon moment. Je voudrais vous citer une blague de Pierre Liotagui, que j'espère tout le monde connaît dans cette salle, et si jamais ce n'est pas le cas, en sortant d'ici, vous foncez acheter tous ces livres. Alors c'est une photo de vache, hein, et le commentaire en dessous, comme si c'était une légende dans un document très sérieux, très scientifique. Vache, point. Mammifère omnivore, indirectement autophage. L'herbe qu'elle broute encore ici, ce qui n'est plus le cas de nos jours, est génétiquement modifiée pour la production immédiate de lait maternisé avec une variante chocolatée. Entre parenthèses, France, début du XXe siècle. Oui, alors là, on rentre dans les frontières non plus du comestible, mais de la biotechnologie. On avait dit entre nous, avant l'intervention d'Alix, qu'on n'allait pas glisser vers les OGM et autres, parce que sinon on allait faire un pugilat dans la salle. Non, on n'en parle pas, mais je ne résistais pas à l'herbe pour lait maternisé mais l'herbe chocolaté. pour lait maternisé, c'est une joli. très bonne idée. Ouais. Ouais. Ça me fait penser, en fait, on peut également, enfin, quand je disais que l'insecte, on mange ce que l'insecte mange, et dans les fermes actuelles, il y a beaucoup de producteurs de criquets, notamment pour les reptiles, qui sont passés à la production, à l'élevage, en fait, à des fins alimentaires humaines, et qui font et qui répondent à des commandes, par exemple, avec une alimentation sans gluten, sans OGM. Par exemple, une personne qui commande, qui veut avoir des insectes, alors l'insecte a son propre goût, mais une personne qui veut avoir plus de vitamine A, ils vont faire manger des carottes aux criquets, par exemple. On peut faire aussi manger des carottes aux gens, c'est pas mal aussi. Complètement. C'est un peu plus rapide. Et après, un autre moyen, effectivement, c'est de les cuisiner également, enfin, pour leur donner un goût. C'est sûr que sur certains insectes d'élevage, 70% du poids de l'insecte, c'est ce qu'il y a dans son intestin. Il ne faut surtout pas le vider, parce que c'est ça qui va être réellement consommé, consommable, et qu'on va pouvoir retrouver ensuite. Alors il faut se méfier à ce niveau-là, on en a parlé, des stades de développement de l'insecte, mais aussi des modes de cuisson.
qui peuvent très bien altérer complètement le mode de cuisson, mode de conservation. On parle beaucoup en ce moment d'utilisation d'insectes pour l'alimentation animale, et les professionnels de l'alimentation animale que je connais font la liste des avantages qu'il y a à utiliser du tourteau de soja, parce que ce sera un concurrent en termes de fournisseur de protéines, et puis ils disent, ben voilà, trouvez-moi un truc où on peut en avoir 300 000 tonnes d'un seul coup, on peut le stocker pendant 2 ans. Il y a un pourcentage de protéines qui est entre 48,7 et 48,8 avec tel profil d'acide aminé. Allez-y les gars. Et en pratique, c'est pas possible. C'est-à-dire que même si ça paraît quelque chose de réalisable en discussion de salon, c'est à peu près aussi irréalisable que de se nourrir entièrement avec des fleurs. Mais la recherche qui est poussée dans ce domaine-là est une recherche qui va vers le côté beaucoup plus, ce que nous on appelle en tant que scientifique analyse de cycle de vie, c'est-à-dire position de cette matière première insecte dans le cycle de vie des productions, de la fourche à la fourchette, hein. C'est-à-dire toutes les conséquences et tous les avantages que ça pourra avoir sur la substitution de certaines matières premières par l'utilisation des insectes dans certaines conditions. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y a aussi des avantages, au moins conceptuels, sur ce type de consommation. On va refaire une rapide conclusion autour de la table avant de lancer la discussion dans la salle, si vous avez des questions ou des remarques autour des thèmes qu'on a fait. François, frontière du comestible, ça veut dire j'en mange pas ou ça veut dire j'en mange? Vous êtes de quel côté de la frontière? Moi, je suis un être humain à part entière et la vache est une vache à part entière aussi. Et dire la vache mange ça, donc je peux manger ça, est totalement stupide. Car la vache n'est pas faite comme moi. Elle peut brûler de l'herbe. Moi, j'ai essayé, mais ça ne donne pas grand-chose. Et avec cette herbe, elle nous fait du lait, elle nous fait de la viande. Donc, n'étant pas en concurrence alimentaire avec moi, je dis il faut faire comme l'Ancien Testament le dit, il faut produire des vaches, il faut produire des brebis, il faut produire des choses comme ça. En plus, la vache, elle peut manger des choses toxiques que moi, je ne peux pas manger. Parce que dans son rumen, elle a des bactéries, enfin, elle a une micropopulation extrêmement importante, et les aliments qu'elle mange, c'est-à-dire l'herbe, en fait, ne passent pas directement comme nous, dans le milieu intérieur de la vache, mais dans son rumen. Et il y a une usine à bactéries là, qui va transformer ces aliments. Et la plupart du temps, s'il y en a des toxiques, pas tous hein, quand même, mais ils vont être totalement détoxifiés. Donc l'expérience alimentaire de la vache ne peut pas me servir pour savoir si c'est comestible ou non comestible. Donc la réponse, c'est j'essaye et on verra bien. Voilà. Alix. Moi, je voudrais juste dire une chose dont on n'a pas parlé, qui me tient à cœur aussi, peut-être pour finir d'ailleurs, c'est qu'il y a une nouvelle frontière qui s'est créée, je pense, dans notre façon d'aller chercher des plantes comestibles. Et ça, c'est dû à notre mode de vie du XXIe siècle, c'est qu'on ne consomme pratiquement plus en France nos plantes sauvages. On ne va en tout cas pas les ramasser pour notre consommation personnelle. Maintenant, on a des potagers ou on a des maraîchers où on va sur le marché et on a perdu cette habitude, qui était une habitude forcée, évidemment, à l'époque, de la cueillette, du glanage. Et on se prive de bien belles choses. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Christine Causera, qui est quelqu'un qui cuisine les plantes sauvages. C'est tout à fait extraordinaire de passer une après-midi avec elle, juste comme ça dans la campagne. Et à chaque fois que je fais ça avec elle, je me dis, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que je me fatigue à avoir un potager? Alors, finalement, on sait pourquoi. C'est parce que quand j'ai besoin de manger une salade, je l'ai dans mon potager, j'ai tout de suite une grosse salade joufflue et ça nourrit ma famille. Bon. Alors que ça m'aurait pris 2 heures d'aller ramasser feuille à feuille dans la nature, sûrement une salade qui aurait eu plus de goût, etc. Mais je dis que ça, c'est la frontière du temps. C'est-à-dire qu'on vit dans une civilisation où on n'a plus le temps, où on fait autre chose, peut-être, mais où on n'a plus le temps de faire ça. Et d'une certaine façon, c'est dommage. Ouais, donc une transmission du savoir et un oubli. Alors aller ramasser des châtaignes, c'est trop tard. Mais bon, pour la prochaine fois. Nicolas? Non, sur les insectes, hormis la toxicité, enfin, si de manger quelque chose, un insecte qui nous fait pas du bien, enfin, la frontière, elle est en nous, quoi. Enfin, la frontière, c'est l'homme dans ses, dans sa culture, l'homme dans ses a priori, l'homme dans sa,
c'est la frontière à nous de la dépasser. C'est ce que font, c'est ce que certains. Moi, je prône pas forcément la consommation d'insectes, mais c'est ce que certains essayent de faire, notamment à travers la com, nous faire manger Enfin, pour l'instant, nous faire manger les insectes, mais pas forcément les insectes visibles, hein, mais les insectes transformés. Cacher l'insecte que je ne saurais voir, et pour limiter un peu ces a priori, et à la rigueur revenir à l'insecte entier plus tard, peut-être. Progressivement. Donc la frontière, elle est... Enfin, c'est nous qui créons notre propre frontière, nos propres limites. Donc elle est culturelle aussi. Hein. Ah ben, bon, après, c'est peut-être une déformation professionnelle, je suis ethnologue, donc, mais elle est psychologique et culturelle, certainement. Oui. Merci. Des questions dans la salle ou des remarques? Allez-y. Oui, alors moi je voudrais intervenir pour compléter un petit peu un aspect qui rejoint un peu tout, mais qui est un petit peu différent. En ce qui me concerne, je suis curieux naturellement, j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai goûté des insectes, etc. Il y a des aliments que je me suis auto-censuré. Alors je ne sais pas sur quelle rubrique on peut le mettre. Le premier, ça serait de goûter de la baleine. Alors j'ai lu beaucoup de sushi, etc., les textures, etc. Ça donne envie, mais je me suis interdit de la consommer. Et pourtant, c'est quelque chose qui me fait envie. C'est pas culturel, je sais pas, c'est ça. Et un second aliment qui m'a interpellé, que j'ai voulu goûter, mais que je me suis interdit, ça serait du fugu au Japon. Alors, c'est quelque chose qui est appétissant, mais qui est mortel. Voilà, donc le fameux poisson là qu'il faut préparer d'une certaine manière, sinon c'est voilà, sinon on en meurt. Voilà, ça serait un peu se faire harakiri. Je sais pas. Donc la frontière du comestible, j'y ajoute un petit peu ce que je vis, voilà, et qui n'a pas été évoqué là. Donc ça, c'est des choix positifs. Et c'est l'autocensure, je parle. Ce sont des envies, c'est pas du dégoût, c'est une envie que l'on a consommée. Ouais. Mais c'est une autocensure que je me suis fait qui peut arriver à d'autres personnes. Oui, ça c'est une frontière individuelle. Ce qu'il faut, c'est d'abord avoir le choix et ensuite comprendre suffisamment ce qu'on mange. Donc on rejoint d'autres tables rondes sur lesquelles on a parlé d'aliments transformés, d'assemblage ou autre, pour savoir que dans une fraise tagada, vous avez de la gélatine de porc et du rouge de cochenille. Donc il y a marqué quelque part ne convient pas aux végétariens, et pourtant c'est très innocent. Voilà, n'est pas cachère ni halal puisque c'est de la gélatine de porc et contient aussi des insectes. Et ça, c'est la question d'information aussi et de choix positifs. On peut le faire quand on a la possibilité de garder le contact avec le produit brut. Et puis on perd la visibilité du produit. Si ça se trouve, sans le savoir, vous avez mangé des poissons d'élevage qui ont eux-mêmes consommé des baleines. Et ça se voit pas. Ça se voit pas. Et c'est le gros problème des filières alimentaires et de la connaissance qu'on a des filières alimentaires. Après, on peut mettre la limite après la première fois. On peut goûter, essayer et ne plus réessayer en fait. Goûter la baleine, il faut avoir faim, hein, parce que. C'est très bon, non je pense que c'est une posture intellectuelle. C'est ce que j'ai fait en fait. Moi, tout à fait respectable. Mais... Oui, moi j'ai mangé une fois de la baleine parce que je suis allé une fois en Norvège à Göteborg sur le marché, j'ai goûté de la baleine. Et effectivement, c'est de la viande. Moi j'ai goûté la baleine pour la goûter, ouais. Mais j'en mangerai plus, mais c'était pas. Après ça, discuter de pas en manger ou pas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est cohérent. Allez-y. Oui, ce que je voulais dire, il y a deux aspects que vous n'avez pas évoqués. C'est déjà où en sont les découvertes aujourd'hui. On sait que, par exemple, en 1903, dans le Grand Larousse, on indiquait qu'il était très bon de prendre des décoctions de feuilles de rhubarbe. Or, aujourd'hui, on sait que la feuille de rhubarbe est hautement toxique avec l'acide oxalique. Et il y a donc des découvertes comme ça qu'au fil du temps, on découvre que c'est toxique. Donc il y a peut-être des éléments aujourd'hui qui vont évoluer dans ce sens ou dans le sens inverse et des interdits, donc des frontières qui pourront s'ouvrir ou se fermer. Il y a un aspect qu'on avait discuté entre nous qu'on n'a pas abordé, c'est le fait de qu'est-ce qui est comestible et qui n'est pas de l'aliment. Et dedans, il y a toute la catégorie des médicaments
qui sont typiquement ingérés comme des aliments, mais qui ne sont pas des aliments, qui sont comestibles. Et là, je pense qu'on commence à rentrer dans ce domaine-là, dans le domaine du médical, dans le domaine des poisons qui sont nos amis. Et là, peut-être qu'Alix a... Oui, ça aurait débordé peut-être un petit peu le sujet d'aujourd'hui, mais bien sûr, c'est très important. En tout cas, je ne sais pas pour les animaux, mais pour les plantes, beaucoup de plantes toxiques sont en même temps des médicaments. La digitale, le pavot, voilà, le cyclamène lui-même, la cyclamine qui est proche dans ses effets du curare, peut être utilisée en médecine. Donc là, on touche effectivement entre le domaine du comestible pour se nourrir et d'ingérer un produit qui va avoir un effet sur votre organisme, alors qui peut vous tuer ou qui peut vous soigner. Et on découvre ça, et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a des plantes qui sont culturellement consommées depuis toujours. Il y a un exemple d'un senson en Afrique où on fait du thé avec ce senson, et depuis toujours. Et un jour quand même, on a fait la relation avec le fait que les tribus qui buvaient ce thé avaient un taux anormal de maladie du foie. Et en fait, c'est ce thé qui consommait absolument normalement, pour eux, c'est une plante tout à fait normale et comestible, qui leur donnait cette maladie. Donc là, une frontière a été posée le jour où on a pu s'en rendre compte. Oui, puis il y a également la formation. Parce que je suis allée dans les cuisines de Cédric Denot, qui cuisine donc les plantes sauvages. Et quand on a fait donc dans la Drôme les chemins pour savoir quelles plantes consommer et cuisiner, je me suis rendu compte que je n'y connaissais rien et je ne pouvais pas me permettre de prendre une plante comme ça que je ne connaissais pas pour l'avaler ou de la cuisiner. Par exemple, le sureau, ça peut être très dangereux, je ne peux pas tout prendre. Et François Couplan et tout ça, ce sont des gens qui ont écrit des livres et qui ont beaucoup écrit sur le sujet. Mais je trouve qu'il manque des formations sur ce point-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer tout et n'importe quoi comme ça sans avoir un expert à côté de soi. Ça s'appelle l'effet champignon. Il y a exactement la même chose avec les champignons. On aurait pu parler des champignons aussi. Le sureau est un très, très intéressant exemple. Comme vous savez, en France, il y a 2 sureaux. Il y a le sureau noir, Sambucus nigra, dont moi, personnellement, je fais de la gelée et des confitures avec les fleurs et je fais des confitures et des tartes avec les fruits. Cuit. Même avant, ça c'est le sureau noir. Il y a des endroits en France où on ne consomme pas le sureau noir et où on pense qu'il est poison, toxique en tout cas. Et en même temps, c'est pas idiot parce qu'il y a un autre sureau qui est le sureau yèble qui lui est violemment toxique dans toutes les parties de la plante. Donc là, cette espèce de principe de précaution que les gens appliquent parfois, mais vous avez raison, la seule chose c'est de se former et d'apprendre. L'if, dont on dit suffisamment la toxicité, qui peut tuer une vache ou un cheval, vous voyez les oiseaux manger les drupes des ifs, et vous pouvez très bien le faire aussi. La pulpe rouge est plutôt pas mauvaise et absolument bonne pour votre organisme. Enfin, évidemment, n'allez pas vous amuser à croquer la graine noire qui est dedans. Donc il faut vraiment avoir le mode d'emploi des choses. Alors maintenant on a quand même pas mal de moyens, surtout en tout cas dans les plantes des pays tempérés, on les connaît. Sous les tropiques, on en connaît probablement moins et moins la façon dont elles fonctionnent. Et il vaut mieux effectivement se renseigner avec des gens qui savent avant, parce que comment est-ce qu'on a découvert tout ça? Par principe, au long de l'histoire de l'humanité, c'est en essayant, et donc ça a fait des dégâts au fur et à mesure. Et c'est comme ça que l'homme a appris, malheureusement. Juste un petit commentaire. Notre ami Claude Lévi-Strauss a dit pour que quelque chose soit bon à manger, il faut que ce soit bon à penser. Et on est tous devant cette problématique. Je crois que le rôle de communication de nos publicitaires peut jouer. Donc je pense aux insectes. J'en ai parlé hier soir avec notre collègue. Je dis, si Madonna ou Lady Gaga commencent à manger des insectes sur scène, tout le monde va en manger. Donc, c'est une question de promotion aujourd'hui. On est tous dans le même carcan d'écouter ce qu'on dit à la télé ou dans la publicité. Alors, pour les insectes, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette variété. Tu as parlé tout à l'heure, 1900, je ne sais pas combien d'insectes. Et on sait qu'on ne peut plus manger la vache, excusez-moi, comme on fait aujourd'hui, qui est un symbole, une représentation de succès et tout ça. Donc,
l'avenir est là, et j'ai dit aux jeunes qui sont dans les écoles de cuisine, pensez-y, parce qu'il faut en faire. Personnellement, j'essaie de manger les animaux quand je sais ce qu'ils ont mangé avant que je les mange. Donc, les lapins, je sais qui les élève, ce qu'ils ont mangé et comment ils étaient tués. Je faisais partie d'une commission européenne sur le bien-être animal et j'ai étudié les problèmes de sociologique, anthropologique, ethnologique, sociétal, vétérinaire, philosophique et tout. Et les choses que vous dites tout à l'heure par rapport à la Bible, c'est on croit ce qu'on veut croire. Donc, les données à l'époque de dite écriture de Bible ne sont plus pareilles. Ben, donc, on a des fausses informations. Le trichinosis, je ne sais pas comment on dit, c'est vrai pour tous les animaux, comme nous avons aussi. Mais c'est vrai pour les insectes, j'aimerais bien savoir ce qu'ils mangent avant que je les mange. Mais j'ai eu des insectes de très bonne qualité en boîte de Japon que je trouvais très bien. Voilà, il faut passer outre. Oui, pour aller tout à fait dans votre sens, c'est la même chose qui se pose pour certains poissons qui sont pêchés dans des zones où il y a des radionucléides. Je ne dirais pas exactement où, au nord de l'Europe, au nord-est, hein, vous voyez à peu près. Eh ben, c'est sûr qu'il est conseillé de ne pas trop en manger par les services vétérinaires et par la DGAL. On les retrouve, ces radionucléides. Donc, ce sont des gibiers, en fait, les poissons qui sont pêchés. On ne sait pas ce qu'ils ont mangé, on ne sait pas où ils sont allés. Ils peuvent avoir accumulé, évidemment, non seulement des substances radioactives, mais également toutes sortes de produits, pesticides, des hormones en particulier dans la baie de Seine, des hormones anti-grossesse de la femme que l'on retrouve dans certains poissons comme le pli, comme la sole, etc. Très intéressant, parce qu'on est en aval de Paris. Donc c'est sûr qu'il y en a dedans. Et on se demande pourquoi il y a des baisses de fertilité dans certains cas et des anomalies sexuelles. Et bien, ça peut tout simplement être un recyclage de cet ordre. Donc il faut être vigilant, c'est ça que ça veut dire. Alors d'ailleurs, pour les poissons, il y a un étiquetage. On doit vous dire pêcher. Alors c'est vaste, hein, Atlantique du Nord-Est. Mais vous savez d'où ça vient, quoi? Ça ne vient pas de Méditerranée. Ceci dit, en Méditerranée, il y a d'autres pesticides. Alors, en tant que vétérinaire, c'est ce que j'enseignais à mes élèves, si on devait tenir compte de tout ça, on ne mangerait plus rien. J'ai la vague impression tout d'un coup qu'il y a un distinguo là, qui s'établit entre les animaux et les plantes. Je voudrais tout de suite dire que pour une plante, c'est pareil. Quand vous mangez une plante, tâchez de savoir ce qu'elle a mangé. Une plante mange. C'est sol, plante, animal, homme. C'est ça la liaison. C'est vraiment la chaîne alimentaire, là, à ce niveau-là. Oui, j'aimerais savoir s'il y a des pays où on consomme plus de fleurs qu'en France, et pour quelles raisons. Et également si les fleurs ont les mêmes vertus que les feuilles. Vous citiez la sauge. Est-ce que la fleur a d'autres vertus ou c'est vraiment la même famille de qualités nutritives que, par exemple, pour la sauge, que les feuilles de sauge qu'on peut consommer en tisane ou autre? Alors, d'abord pour savoir si je ne suis pas assez international pour pouvoir vous répondre sur savoir si on mange plus de fleurs dans certains autres pays. Je pense que pas forcément, parce que sauf en aromatique, et ça c'est pas ce que j'appelle de la consommation pour se nourrir. Et puis dans les plantes utiles, disons, en général on ne mange pas les fleurs parce qu'on attend les fruits. Vous n'allez pas vous mettre à manger vos fleurs de pommier, vous pouvez, hein. Mais vous n'aurez pas de pommes. Donc, je crois qu'il y a d'abord une raison comme ça de vouloir récolter. Alors là, je ne suis pas non plus médecin ni herboriste, mais globalement, si vous prenez une sauge, les principes actifs qu'il y a dans la feuille se retrouvent aussi dans la fleur. Une sommité fleurie, ou pour la menthe, vous avez ça souvent dans les tisanes, la sommité fleurie a à minima les mêmes principes actifs que la feuille, et parfois d'autres. Et en Indonésie, par exemple, on mange la fleur de papaye. On mange la papaye, mais on consomme également
Les fleurs de banane aussi. Les fleurs de banane sont très très bon, consommées. Ouais. Les fleurs de banane aussi. Ouais. C'est pas très bon, mais bon. La fleur de papaye a goût de banane et c'est très bon. Et la fleur de banane a le goût de pomme de terre et c'est pas très bon. Bonjour. C'est pour au niveau des insectes. Il semblerait qu'il y ait une expérience, enfin on en est quasiment sûr, à côté de Toulouse, à Carbone, je crois, où une entreprise s'est créée d'élevage d'insectes pour la consommation. Bon, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez et est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que on en a entendu parler. J'ai pas d'action dans la société, mais c'est une petite société, c'est une start-up, et effectivement ils produisent ils transforment de l'insecte en fait, du criquet, du grillon, et ils doivent vendre également. Ils ont dû s'associer avec enfin je crois qu'ils vendent également alors ils vendent des farines, ils vendent aussi peut-être des chocolats avec des insectes dessus. Et certains restaurateurs, enfin beaucoup de restaurateurs, beaucoup, les rares restaurateurs français qui ont des insectes au menu se fournissent souvent chez Micro-Nutrice. Et alors il y a il y en a plusieurs comme ça. Beaucoup le font importer de Thaïlande, et en France ça viendrait effectivement, enfin ça vient de là-bas, en sachant que le sachet de 1 kilo de criquet se vend 1 250 €, je crois. Donc il faut... Bon appétit. Ça fait un peu cher le criquet. Et c'est un modèle économique un peu... Bon, pour différentes raisons, pour l'instant, c'est un peu... Je pense que c'est un peu difficile. Mais... J'ai des C'est le prix de la truffe, ouais. c'est bien, c'est pareil. Ouais, j'ai des collègues à l'INRA qui sont spécialistes d'alimentation animale, en particulier d'alimentation des volailles, et qui reçoivent 2 à 3 contacts par semaine de start-up qui essayent de commercialiser des produits à base d'insectes pour nourrir les poules ou autres. Et le problème, je vous dis, le verrou, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de statut au niveau de ces produits-là. Et la deuxième chose, c'est que pour en avoir 300 000 tonnes sur une année, c'est impossible. Donc, et en plus, vous savez que la réglementation européenne autorise pour les animaux d'élevage le retour, en quelque sorte, des farines animales. Depuis 2010, on a à nouveau le droit de les mettre dans l'alimentation des animaux d'élevage, mais on est obligé de mettre sur l'étiquette « a été nourri avec des farines animales ». Donc imaginez la contre-publicité que ça peut faire, parce que si l'insecte est considéré comme un animal, à ce moment-là, on sera obligé d'étiqueter. Et donc le vecteur marketing sera complètement détruit à ce niveau-là. Et en fait, effectivement, il y a les éleveurs d'insectes sont des éleveurs d'animaux, en fait. Et donc ils tombent sous la coupe, en tout cas pour les farines. Et donc il faut, pour avoir la mise sur le marché, il faut qu'ils payent. Je crois que c'est très cher. Je crois que c'est 100 000 €. Donc c'est pas donné à toutes les startups qui se lancent dans l'aventure. Et par contre, il y a des grands projets, effectivement, de faire... là, il y a eu de l'argent public pour faire des entomoraffineries de par le monde. Il y en a plusieurs avec différents types d'insectes. Et il y en a, en France, on en a une qui veut commencer à commercialiser à produire en fait l'année prochaine. Elle s'appelle Insect. Celle qui marche, qui voit loin et qui est très ambitieuse, c'est en Afrique du Sud. Je crois qu'ils veulent produire 24 tonnes par jour d'ici 1 an, 24 tonnes par jour d'asticots, de mouches, Black Soldier, je ne sais pas comment on dit ça, et en tirer 7 tonnes de viande, de chair d'asticot par jour, et s'aimer sur d'autres continents ensuite. Non, c'est un business... Quand ces barrières seront tombées, effectivement, beaucoup s'y préparent en fait. Beaucoup sont dans l'attente. Pour les farines. Oui, bonsoir. J'allais poser la question de la réglementation, mais il n'y en a pas en fait. Pour l'instant, il n'y en a pas, elle est en attente. Donc par rapport aux nouvelles réglementations en termes d'étiquetage, pour l'instant, on ne pourra pas voir apparaître. On en est très très loin. Moi, j'ai vu alors, on parle des informations nutritionnelles, on en a parlé en début de matinée. Dans une autre table ronde, on est très très loin des informations nutritionnelles. J'ai vu passer des poudres d'insectes qui contenaient de 4% à 48% de protéines. Imaginez.
Alors que ça veut dire qu'on se trompe d'un facteur 10 simplement sur la variabilité. Donc il n'est pas question que la réglementation et que la DGAL, que j'ai à côté de moi, en partie, laisse passer un aliment qui ait un tel étiquetage. Et puis ce qui manque aussi pour ce type de produit, c'est la liste des résidus qu'il faudrait analyser avant d'avoir ce qu'on appelle un contrôle, pour avoir un certificat libératoire, sachant que ces animaux-là peuvent très bien avoir dans leur corps des toxiques qui ne sont pas présents naturellement dans la viande, dans les céréales ou dans autres. Donc il faudra inventer en quelque sorte les contaminations possibles. On en a parlé en termes de mycotoxines par exemple. Et j'aurais voulu aussi avoir une autre information, c'était par rapport à la qualité nutritionnelle de ces protéines, par rapport aux protéines, ce serait animal, mais par rapport à la protéine viande, œuf ou végétale. Par rapport à l'œuf, vous ne trouverez jamais mieux. La protéine du blanc d'œuf, c'est la protéine idéale pour les humains en termes de digestibilité, en termes de profil d'acide aminé et en termes de résidus. Donc ça, on ne trouvera jamais mieux, c'est la protéine de référence de l'OMS. Après, on pourrait trouver, en termes de micronutrition, des avantages à ces insectes. Alors ce ne serait pas dans le domaine protéique sans doute, mais ce serait plus dans le domaine des acides gras, avec polyinsaturés et autres. Mais à ce moment-là, les traitements technologiques qu'on fait derrière détruiraient sans doute une partie de ces acides gras. Nicolas, tu as des idées là-dessus? Le verre de farine contient beaucoup d'oméga 3. Oui, mais bon... pas forcément... Ouais, l'herbe aussi. Non, mais je ne dis pas qu'il faut manger de la mâche ou du verre de farine. Non, sinon, en fait, il y a produits, il y a 1900 espèces d'insectes qui sont consommées de par le monde, mais en termes de production de farine animale, il y en a finalement très peu, il y en a 3-4. Et ça, je pense qu'on les connaît plutôt... Enfin, il y a encore des recherches à faire, mais on les connaît pas trop mal. Hein, oui, on les connaît bien. C'est difficile, à moins d'avoir un choix positif d'une catégorie de consommateurs, qui pourrait venir de la réglementation ou qui pourrait venir d'un choix d'alimentation. On imagine mal, pour l'instant, ces produits-là se substituer à une matière première alimentaire usuelle qu'on a l'habitude de consommer. C'est-à-dire que ça va rester pour l'instant un produit qui est un produit dit alternatif, sur lequel les gens auront la possibilité de consommer ou non, mais on ne voit pas se dire d'un seul coup on va remplacer les œufs par des insectes, par exemple. Ouais, mais il n'y a pas d'évidence là-dessus. Ce qu'ils mettent en avant, c'est c'est en termes de conversion de biomasse, en fait. 1 kilo de nourriture pour permettre de produire 1 kilo de farine de criquet, et c'est 12 fois plus avec la même nourriture pour produire 1 kilo de protéines de bœuf, en fait. Il y a le fun également qu'on peut faire avec des insectes. Si vous allez sur Internet, vous allez voir, on vous propose des sucettes dans lesquelles il y a un scorpion qu'on voit par transparence. C'est très bien pour Halloween, mais je pense que ce n'est pas gastronomiquement une fête extraordinaire. Et du point de vue nutritionnel, c'est surtout le sucre de la sucette, à mon avis, qui a un intérêt. Il y a toute une catégorie d'insectes qu'on pourrait comparer à ce qu'on appelle dans le milieu de la production agricole les biocarburants de 2e ou 3e génération, qui seraient des insectes qui ne rentreraient pas en concurrence avec l'homme vis-à-vis des ressources alimentaires. Donc, les insectes qu'on connaît actuellement et qui sont utilisés sont des insectes finalement qui mangent la même chose que ce que l'homme pourrait manger. Vous élevez des criquets à partir de plants de pousses de blé, et il aurait suffi de laisser pousser le blé et vous auriez eu du blé. Donc ça rentre en concurrence. En revanche, des familles ou des groupes d'insectes, par exemple, pensez aux termites qui mangent du bois, là, ne rentreraient pas en concurrence avec les humains. Mais on est très loin de pouvoir produire quelque chose. Alors ils rentreront en concurrence avec le chauffage et la menuiserie, c'est vrai. Mais on est très loin de pouvoir maîtriser ce type de production. Il y a aussi tout ce qui est production sous-produits agricoles. On a parlé du fumier et il y en a d'autres. La culture des asticots en ce moment pour la pêche, si vous achetez des petits asticots pour la pêche, ça se fait sur des cadavres de vaches qui sont non consommables à l'abattoir. Il y a des petits films sur Internet qui sont assez dégoûtants que vous pouvez regarder là-dessus, où on prend la carcasse de vache, on la met dans un grand bac qui ressemble à une piscine, on laisse les mouches pondre dessus, et puis 8 jours plus tard, on racle les asticots à la surface de la vache. Donc là, on n'est pas en concurrence directe avec l'homme, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces asticots-là? Personne ne voudra les manger de toute façon. C'est pour ça que si vous voulez essayer les insectes, il vaut mieux pas acheter en animalerie les grillons, les criquets, les asticots ou chez les lézards, ou chez le marchand de pêche. Moi, j'aurais une question sur un produit dont vous n'avez pas parlé, mais qui est comestible et qu'on consomme peu en France, et pourtant il y a des ressources, ce sont les algues, les macro-algues.
Et c'est comestible, mais justement, on en consomme très peu. Des algues, vous voulez dire? Oui, les algues, oui. On en consomme beaucoup dans l'agroalimentaire sans s'en rendre compte. Oui, voilà. Oui, mais enfin, je veux dire, à titre, puisqu'on parle d'aliments et on aurait pu parler de... coagulants, épaississants sont en fait à base d'algues. Oui. On en retrouve beaucoup dans les domaines dans les glaces, oui. On va en retrouver dans les sauces, on va en retrouver dans toutes les formules sans gluten, on en a parlé, qui sont, pour lesquelles on recherche des épaississants, parce que le gluten est un texturant. Donc on va rajouter des produits à base d'algues. Donc ça, c'est dans l'agroalimentaire, c'est de la consommation involontaire. Après, c'est vrai qu'on réserve les algues à des alimentations directes plus orientées asiatiques. Est-ce que ça fait partie de notre culture, de nos habitudes alimentaires? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la valeur nutritionnelle de l'algue est quasiment nulle. Donc il n'y a quasiment rien à l'intérieur de l'algue qui peut avoir un intérêt nutritionnel. Donc avant de pouvoir se nourrir avec des algues, il faut vraiment en manger beaucoup. C'est bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon appétit. J'espère que vous avez un appétit. Et je remercie aussi les participants de cette table ronde. On the air with Brian, you know lying, we be trying, to take it back to where you going, and we be flowing, and you be knowing none. See me in the party, baby, give me a chance, and everybody know I'm coming to grab your hand and dance, and you gon' party and party.